en fait, qu'est-ce que l'on va faire ce soir? En fait, le thème, c'est cette conférence et la réforme de la formation professionnelle et vous. Alors moi, je suis l'animateur, voilà, en termes de présentation. Voilà. Et plus particulièrement, vous savez, cette réforme, c'est 2014, vous vous en souvenez, hein, 2014, il y avait même avant eu la conférence, la grande conférence sociale en 2012. Et puis surtout, dans cette réforme, il y a un chapitre qualité, avec un décret qui était paru en juin 2015 et qui est en application depuis le 1er janvier 2017. Alors on a un peu de temps pour des aménagements jusqu'à juillet 2017, mais voilà. Alors, ce soir, l'idée, c'est de faire le point là-dessus. C'est-à-dire, concrètement, cette affaire, c'est quoi? De quoi s'agit-il derrière ce décret qualité? Voilà. Et surtout, vous, ce qui vous concerne, c'est quels impacts sur votre pratique, votre facturation, votre statut. Et ce sera la première partie de notre soirée. Donc, c'est quoi ce truc-là? On s'appropriera un peu plus ces indicateurs et ces critères. Quel impact sur vous? Deuxième partie, à quoi faire concrètement pour se mettre en conformité avec ce décret sur la qualité de la formation continue, donc de façon extrêmement pragmatique. Je pense que par rapport à cette réforme, la réforme va permettre de pouvoir clarifier pas mal de points, que ce soit au niveau des financements, au niveau de la qualité de la formation et au niveau de la structuration des organismes de formation autour des prestations et de la réalisation des actions de formation. Je crois qu'il y avait une nécessité de redéfinir l'action de formation. Il y avait un petit souci à ce niveau, d'après ce qu'on a entendu dire au niveau de la réforme, hein, c'est la problématique de la définition de l'action de formation. Bon. Voilà. Comment? Objectif, j'ai entendu objectif. Très bien. Objectif. Oui, le premier, on a objectif et public. Objectif et public. D'accord. Ok. C'est bon, objectif et public. Alors, on va essayer de les noter. Il y en a 6. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Comment? L'accueil. Il y a quelque chose autour de l'accueil. Alors ça, c'est la rubrique dispositif. Hein, et dans lequel on va ranger l'accueil, je crois. C'est ça, hein? On est bien d'accord? Donc, deuxième indicateur, dispositif. Avec l'accueil de... Bon. Alors, le troisième. Le troisième. Comment? Technique pédagogique. Technique, très bien. On va parler des moyens pédagogiques. Donc ça, c'est le troisième. Donc, 1, 2, 3. Moyens, donc on va avoir les moyens pédagogiques, les techniques, l'encadrement. Parfait, on a le troisième. Alors il y en a encore 3. L'évaluation, on parle d'évaluation. Parfait. Alors, avant d'arriver à l'évaluation, on va avoir effectivement l'évaluation et on va la mettre ici. Ce sera le 6e, c'est l'appréciation. Vous arrivez à lire ou pas? C'est le 6e. On a 4. Comment? Information, mais tout à fait. Information, ça c'est le 5e. On doit faire de l'information. Parfait. Il en reste un. On en a parlé tout à l'heure. Ça faisait partie des termes que l'on a clarifiés. C'était lequel? Allons. On a clarifié 3 termes. On a clarifié le Datadoc, on a clarifié les certifications, et c'était quoi le troisième? Qualification. Qualification. Et oui, et ben, il y a aussi un critère sur la qualification. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Donc, nos 6 indicateurs pour remplir le Datadoc, et dans une cadre d'une certification également
Si vous travaillez avec Nadia de l'ICERT, elle va regarder tout ça, que les choses soient claires sur les objectifs et les publics, qu'il y ait des choses claires sur les dispositifs, les moyens pédagogiques, l'information, la qualification, c'est-à-dire votre qualification, et puis l'appréciation. Tiffaine parlait de la satisfaction du client. Et oui, on la retrouve là. Donc ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce fameux décret du 30 juin 2015 qui a indiqué donc la qualité des prestations de formation, qui a notifié donc la qualité des prestations de formation, a nécessité donc la mise en place d'un référencement par un groupement, un GIE, c'est-à-dire par les OCA au passif, Conseil régional, services de l'État, Pôle emploi et la GFIP, de se regrouper et d'intégrer une plateforme de données qui permet à ce groupement, ce GIE, de vérifier si les organismes de formation répondent bien aux 6 critères du décret du 30 juin 2015. Est-ce que j'ai été claire sur cette notion de référencement? Cette histoire de OPCA, au passif, tout ça, vous savez ce que c'est? C'est clair pour vous? En fait, ce sont les financeurs. Bon, on a vu qu'il y a plein de monde autour de la table. Ce sont en fait les donneurs d'ordre et ce sont aussi les financeurs. Il y a l'État, etc. Donc c'est un GIE qui se sont mis d'accord sur un certain nombre d'indicateurs, comme tu dis. Mais alors, voilà, moi, là, je suis indépendant. Est-ce que je m'y colle là-dessus? Est-ce que c'est obligatoire de se référencer là-dessus? Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas référencé Datadoc d'ici le fin juillet? Qu'est-ce qui se passe? Si l'organisme de formation, personne physique ou personne morale, je pense que ça, il faut bien clarifier. Quand on parle d'un organisme de formation, on parle bien d'une personne physique, c'est-à-dire un formateur qui doit bénéficier d'un numéro d'agrément par la directe, donc par les services de l'État, pour pouvoir prétendre à être référencé sur la plateforme Datadoc. Et un organisme de formation personne morale, c'est un organisme de formation qui a une structure juridique SARL, SAS. En fait, dans le cadre de Datadoc, vous avez une première étape déjà qui est référençable, c'est-à-dire que vous avez l'OCA qui vous référence et après vous êtes référencé parce qu'un OCA ou un organisme financeur qui fait partie de Datadoc peut avoir des exigences supplémentaires. Donc, et en fonction des régions, en fonction de l'OCA, de l'organisme financeur, les exigences peuvent être différentes. Il y a des organismes financeurs qui font des audits, d'autres qui demandent des documents supplémentaires et d'autres qui ont un échange téléphonique. Donc ça, c'est pour Datadoc. Ceux qui ne font pas partie de Datadoc, aujourd'hui, ils peuvent avoir leurs propres exigences, avec leurs propres éléments qu'ils vont vous demander. Ça peut être de l'audit, ça peut être des documents. Voilà. Aujourd'hui, pour donner un exemple pour Pôle emploi, Pôle emploi nous demande de fournir la liste des certifiés, des organismes certifiés. Donc ça leur permet de contrôler, effectivement. C'est une étape. Pour répondre, alors je ne sais plus, il y avait une question sur quand je démarre et que j'ai peu de formation, comment ça se passe. L'objectif pour nous, et je pense que les démarches sont semblables, c'est de dire voilà, aujourd'hui avec une formation, vous avez construit des outils, vous avez une technique, une organisation qui vous permet de répondre à ces critères. L'objectif, c'est pas de vous dire, voilà, c'est applicable, si vous ne les avez pas appliqués, vous n'êtes pas certifié, vous n'êtes pas en mesure de répondre aux 6 critères, c'est de vous accompagner. C'est-à-dire que quand on audite, je vais revenir à l'organisation, à comment on fonctionne, on audite une première fois, et vous avez un audit de suivi qui permet de contrôler, effectivement, sur les autres formations que vous allez avoir, comment vous avez mis en place ces outils. Donc c'est vrai que moi je vous encourage, si vous voulez faire une VAE, alors bon, vous pouvez me contacter, vous aurez mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Mais à la base, on rencontre plutôt en Bretagne ce qu'on appelle un PIC, un point information conseil, qui va vous aider justement dans ce choix déjà de certification. Et déjà voir aussi si la VAE va vraiment correspondre à votre projet.
Parce que si en creusant vraiment, on s'aperçoit que vous avez vraiment envie d'aller apprendre, d'être dans le collectif ou autre, c'est une formation aussi. Hein. Moi, je n'emmène pas tout le monde à la VAE, hein. C'est loin de là. Mais à partir du moment où la VAE vous parle et vous vous dites « Ah, j'ai quand même une expérience conséquente, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est vrai qu'il va falloir trouver la bonne certification. Donc à un moment, on était entre 15 000 certifications, 17 000 certifications. Alors, pas tout en lien hein, avec votre métier, je vous rassure. Hein. Ça peut être justement plus en rapport avec la pêche de la truite aussi. Hein. Il y a sûrement plein de choses. Mais non, ce que je veux dire, c'est que vous allez trouver sûrement plusieurs certifications plus ou moins proches, avec des contenus plus ou moins proches. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire ce tri en fonction de votre expérience, de vos projets aussi, de la certification dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Donc ça, c'est justement l'individuation de parcours et c'est du conseil. Donc ça, c'est vrai qu'avec un PIC, un point information conseil, vous allez pouvoir faire ce tri. Avec aussi les nouveaux membres du CEP. Les CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle, donc porté par des structures telles APEC, Pôle emploi, FONGECIF, APEC, Pôle emploi, FONGECIF, Cap emploi, et il m'en manque un, lequel me manque-t-il? L'APEC. Non, j'ai dit APEC. Bon, bref, bon voilà, c'est des réseaux qui portent ce nouveau conseil. Le conseil en évolution professionnelle, c'est tout un chacun y a droit, c'est gratuit, et vous décortiquez votre parcours pour voir justement vos besoins. Alors c'est pas qu'en VAE, loin de là, hein, mais justement, vous pouvez parler de VAE, mais vous pourrez parler de formation, vous pourrez parler d'évolution, de bilan de compétences, etc. C'est pour faire une petite digression, mais pour dire qu'il y a des conseillers, des professionnels pour vous accompagner dans ces projets qui m'aident de à réfléchir voilà, au projet et à choisir. Tout à fait, voilà. tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question quand même de la qualification. Je dirais que nous, nos accompagnateurs VAE, dans le dossier de candidature, il y a des éléments qui concernent à la fois les diplômes qu'ils ont, mais aussi leur pratique, etc., leur qualification, la formation continue qu'ils mettent en place, etc. C'est vraiment un critère important. Depuis la réforme de la formation professionnelle, la première chose qu'on a mis en place, c'est le critère qualification et formation professionnelle continue des formateurs. C'est-à-dire qu'on a mis en place les premières sessions de 2 jours de formation de formateurs qui sont, on va dire, qui ne sont pas obligatoires au départ. Hein, et depuis le 1er janvier 2017, tous les nouveaux formateurs qui intègrent le cadre en mission, c'est obligatoire. Il n'y a plus de possibilité de passer à côté des sessions de formation de formateurs qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent à tous les formateurs de cadre en mission de bien intégrer, on va dire, les changements au niveau de la réglementation, au niveau de l'évolution aussi du métier de formateur, et puis d'intégrer des pratiques pédagogiques, d'intégrer des procédures d'évaluation, d'avoir une autre approche aussi autour de l'accompagnement des stagiaires, l'accompagnement des salariés, etc. On a un autre type de structure qu'on appelle du portage commercial, et là qui va s'adresser à des personnes qui sont indépendantes et qui ont leur structure, alors qui sont en micro-entreprise, qui sont en profession libérale, qui sont des SARL. Et le portage salarial, en fait, on l'utilise pour 2 types de cas. Hein. Par exemple, vous avez un grand groupe qui a une multitude d'indépendants à gérer. Et en fait, elle se dit, moi, je ne vais pas gérer tous ces indépendants, donc je vais demander à une structure de porter tous ces sous-traitants de manière à ce que moi, j'ai qu'une ligne à remplir dans mon tableau de fournisseurs. Puis en plus, c'est la structure de portage commercial qui va gérer la conformité au niveau des déclarations sociales et fiscales de l'ensemble de ces sous-traitants. Un autre type de besoin, pourquoi on utilise une société de portage commercial? On l'utilise quand il va y avoir besoin d'une accréditation, d'une habilitation, d'une certification, et notamment dans le cadre de la formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de la formation, c'est 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et c'est plus, comme vous le disiez, 60 000 organismes de formation. Il faut savoir que sur les 60 000 organismes de formation, plus de 50% n'ont qu'une seule personne. Et donc aujourd'hui, comme on l'a vu, il faut aller soit se faire certifier, soit se faire enregistrer dans le Datadoc et répondre aux 21 critères. Mais voilà, certains organismes ne vont pas avoir les ressources, ne vont pas avoir le temps, ne vont pas avoir l'organisation pour faire ça. Et donc, ils vont s'appuyer sur une structure de portage commercial qui va leur permettre d'intervenir chez leurs clients. Donc il va y avoir un contrat commercial qui va être signé entre le client final
et la structure de portage commercial, et puis ensuite un contrat de sous-traitance entre la structure de portage commercial et le sous-traitant. Et bien sûr, là, ce que va gagner le client final, c'est qu'il va y avoir cette structure de portage commercial qui va être certifiée, qui va répondre à l'ensemble des obligations des décrets et qui va permettre d'apporter... Non, c'est pas le mien. Et qui va permettre en fait d'apporter voilà, toute cette satisfaction-là par rapport à la réforme, mais aussi tout ce contrôle que le sous-traitant répond aux obligations sociales et fiscales. Et puis au sous-traitant, qu'est-ce qu'on lui apporte? On lui permet de continuer son travail de formateur et on lui fournit toute la boîte à outils également par rapport au client final. Donc voilà, et puis après il y a une rétrocession d'un pourcentage de frais de gestion qui se fait. Toujours est-il que la professionnalisation des acteurs de la formation, que ce soit, enfin les formateurs, parce qu'effectivement il y a les organismes de formation, personnes morales, mais aujourd'hui au niveau du ministère du Travail, donc de la Directe, de Pôle emploi même s'il ne fait pas partie du GIE, des régions, du CNFPT si vous animez au sein des CNFPT, clairement à l'horizon 2021, vous devrez faire la preuve d'un titre ou d'un diplôme en tant que formateur. La deuxième solution que j'ai créée, c'est un nouveau dispositif que j'ai créé il y a 2 ans, par une demande de formateurs indépendants, par une demande aussi d'organismes de formation internes aux entreprises. Je dirais que c'est une VAE améliorée, c'est une VAE, 10 séminaires de 21 heures. Donc une VAE améliorée, vous avez 210 heures d'accompagnement. Pour répondre aux objectifs du titre professionnel FPA, et qui correspond aux 2 certificats de compétences professionnelles. Tout à l'heure, Bruno parlait des compétences visées, qui en fait répondent aux compétences du formateur en termes d'animation et de préparation de séances, de construction d'actions de formation, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'ingénierie pédagogique, ingénierie de formation et d'accompagnement des apprenants dans leur parcours, notamment dans le cadre de l'individualisation. Et plus, comme là c'est en train d'évoluer, je forme les formateurs à construire leur scénario pédagogique dans le cadre de la multimodalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous construisez vos scénarios pédagogiques en présentiel. En revanche, quand on va arriver sur la multimodalité, avec ce changement de posture, comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire en présentiel dans la transmission de savoir-faire? Mais en revanche, en fait, ils vont avoir accès à une plateforme collaborative de travail. Qu'est-ce que je mets en termes d'acquisition de savoir et comment je les mets? Et en termes d'acquisition de savoir-faire dans mon scénario pédagogique? Qu'est-ce qui va se passer, moi, en formation synchrone avec des apprenants, asynchrone avec des apprenants, classe virtuelle, synchrone à distance, asynchrone à distance. Le scénario pédagogique, ce n'est plus du tout le même. En revanche, c'est toujours le même objectif. Donc, l'évolution, elle est là. Ce qui fait que quand je suis en asynchrone à distance ou en synchrone à distance, ma posture va évoluer. C'est pour ça qu'on parlait d'évolution de posture. Donc ça, c'est un produit que j'ai créé il y a 2 ans, comme je vous le disais. C'est des séminaires de 3 jours, 5 séminaires pour le premier certificat de compétence du titre, 5 séminaires pour le deuxième certificat de compétence du titre. Sachant qu'il y a positionnement, en fait. Donc, au regard de vos compétences, il y a peut-être une partie que vous pouvez faire sur une VAE dite traditionnelle, et une partie où vous vous dites, tiens, moi, l'ingénierie, l'accompagnement, ça serait peut-être pas mal que je participe à ces 5 séminaires. C'est 3 jours par mois. Donc tout ça, c'est dans le petit dossier. Alors, quel est notre processus? Nous, on s'attache à votre passé, et pas à votre avenir. En plus, en tant qu'organisme certificateur, nous n'avons pas le droit de faire de formation. Mais par contre, on peut reconnaître la compétence d'un formateur. Et comme nous ne sommes que des bénévoles, nous n'avons pas pu accéder à la demande des différents organismes étatiques de faire cette certification pour tous les métiers. Donc nous nous sommes contentés de faire la certification d'ingénieur, niveau ingénieur. Mais pour cela, il nous fallait des références. Les références, normes ISO internationales, valables dans tous les pays du monde. Accrédité par le COFRAC. Il y a un accréditeur par pays.
Et comme il y a une reconnaissance multilatérale de tous ces accréditeurs, un certificat délivré en France par notre certification accréditée par le COFRAC est valable dans le monde entier. Notre certification, elle est basée sur le passé, je vous ai dit. Pourquoi? Parce que nous demandons à une personne de fournir par preuve documentaire, donc il n'y a pas d'entretien, par preuve documentaire, tout ce qu'il va affirmer sur sa formation scolaire et universitaire. Donc il faudra qu'il fournisse les copies des diplômes qui devront être certifiés conformes à l'original pour éviter les copies, les déformations. Ensuite, retracer toute la carrière professionnelle, qui n'est pas forcément qu'une carrière professionnelle finale d'ingénieur. Ça a pu commencer par une position de technicien, voire moindre. Ensuite, un troisième chapitre qui est la formation continue et toutes les références spéciales, tout ce que vous avez pu acquérir lié à cette fonction d'ingénieur. Mais alors, fonction d'ingénieur, c'est très vaste. Et bien pour cela, nous nous sommes appuyés sur les références du Bureau international du travail, qui est une émanation de l'ONU, qui définit 48 fonctions d'ingénieur. Et dans ces 48 fonctions d'ingénieur, on peut y adjoindre un complément de spécialité quand c'est le cas. Dans ce qui vous concerne, il nous arrive actuellement de délivrer des certifications d'ingénieur professionnel dans une catégorie, dans un métier, avec un complément de formation si la personne nous apporte la preuve qu'elle est bien compétente en matière de formation. Et c'est là qu'intervient un petit peu notre exigence. Nous demandons 4 années d'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'un ingénieur qui sort d'école ne pourra pas être certifié chez nous avant 4 ans. 4 ans dans la fonction. Parce que souvent, vous sortez d'une école avec un diplôme, et puis la mobilité, les évolutions de la vie font que vous n'êtes plus tout à fait dans la fonction pour laquelle vous avez obtenu le diplôme. Nous, ce que l'on demande, c'est de faire la preuve que dans ce que vous faites au moment où vous déposez le dossier, vous êtes bien à un niveau d'ingénieur.